Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. L'Imaginoire est une émission réalisée en étroite collaboration avec des familles touchées par la déficience visuelle et dont le but est de sensibiliser le grand public au monde de l'handicap. Si vous vous sentez concerné, eh bien vous êtes les bienvenus. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou via nos réseaux sociaux ou en contactant votre radio qui nous passera le message. Ces derniers temps, nous vous avons proposé des portraits inspirants et force est de constater que ça vous a plu. Nous avons eu de nombreux retours, plutôt enthousiastes, et merci à vous, et c'est très encourageant. Il y a même quelques mois, Nadège Roussillon, une psychomotricienne basée sur Avignon, qui nous a contactés. Elle voulait avoir plus d'infos sur le projet. Et de fil en aiguille, ce qui devait arriver, arriva. Nous nous sommes fixés, il y a quelque temps, un rendez-vous sur Avignon pour nous rencontrer, mais également rencontrer un groupe de déficients visuels ayant eux aussi très envie de participer. Et c'est chose faite. Nous pouvons officiellement annoncer que l'Imaginoire ouvre une antenne sur Avignon via le SAMSA 84, le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Et voilà ce que nous vous proposons aujourd'hui. Une interview avec Nadège Roussillon, puis une nouvelle chronique de la peau avec Valérie, et en fin d'émission, une petite surprise, en forme de coup de gueule. Je n'en dis pas plus, et je laisse le micro à Nadège. Bonne écoute. Je suis Nadège Roussillon, je suis psychomotricienne. Je travaille dans le SAMSA sur Avignon. On reçoit des personnes déficientes visuelles adultes. Voilà qui je suis. Je suis également présidente d'une association de francophones des psychomotriciens pour la déficience visuelle. Une psychomotricienne dans le service avec des personnes déficientes visuelles, on va travailler de façon assez claire sur les conséquences de la déficience visuelle sur le corps, sur l'organisation corporelle. Donc on va travailler sur l'équilibre. Une déficience visuelle entraîne des pertes d'équilibre. Pas tout le temps, mais ça peut. On travaille là-dessus. On va travailler sur l'orientation dans l'espace aussi. Et on va travailler sur la notion de stress. La notion de stress, elle est très importante. Donc, on a beaucoup d'outils dans notre arsenal. Le principal, c'est notre corps et le corps de la personne qu'on a en face. Donc, comment on s'organise lorsqu'on n'a plus d'appui visuel ? Comment on s'organise quand on ne peut plus compter sur la vision ? Eh bien, moi, c'est ça que j'essaye d'accompagner les personnes à travailler là-dessus, à le développer, à l'améliorer pour certains, et pour d'autres, carrément à le découvrir. Certains découvrent vraiment leurs compétences et leurs capacités en fait, en s'appuyant sur d'autres sens, mais même pas que, juste en s'appuyant sur leur propre confiance en eux, en fait. Leur rendre confiance. Alors le stress est un gros morceau parce que déjà, moi je travaille de façon très proche avec les psychologues, d'accord, sur ce côté-là. Le niveau d'anxiété augmente lorsqu'il y a une perte de la vision. Ne pas pouvoir anticiper un déplacement, ne pas pouvoir anticiper un obstacle, un objet, une personne qui passe, quelqu'un qui arrive derrière vous et vous met simplement la main sur le dos, ou quelqu'un qui vous appelle de loin, mais vous ne connaissez pas sa voix. Et lorsqu'on voit, on s'appuie sur la vision. Et en fait, il y a beaucoup de situations stressantes. Anticiper une sortie dans un milieu que je ne connais pas, c'est très stressant. Prendre un escalator, c'est très stressant. Arriver à être en extérieur avec sa famille, qui pour certains, c'est plus compliqué de comprendre un déficient visuel. Donc, si je suis déficiente visuelle, ma famille, mon conjoint va me parler alors qu'on est en train de marcher et qu'on marche, on fait une petite randonnée. Dans une randonnée, il y a toujours des dénivelés, il y a toujours des petits obstacles. Et bien, tout ça, c'est des niveaux de stress qui augmentent. Et en fait, on rajoute des couches de stress. Pour certaines personnes, ça va être dès le réveil. Parce que dès le réveil, la vue n'est toujours pas là, en fait. Voilà. Donc, c'est s'organiser dès le réveil jusqu'au coucher, c'est pas simple. C'est pas si simple, même pour des voyants, c'est pas si simple parfois. Alors lorsqu'on n'a pas la vision, les choses sont... Il y a des feuilles de stress qui se rajoutent et on vient travailler, on fait pas de miracle. Par contre, on essaye de faire en sorte que la personne puisse le vivre, en fait. Vivre son autonomie
vivre la récupération de compétences, vivre son corps et du coup avoir confiance en soi et donc avoir un niveau de stress qui va se diminuer un petit peu. Et c'est pour ça que moi, on apprend des techniques de respiration et des techniques de relaxation qui sont très individualisées. La personne, elle en teste plusieurs. Alors, il y a des relaxations qui sont plus corporelles. Il y a des relaxations où moi, parfois, je peux toucher la personne. Et il y a des relaxations qui vont être de visualisation, on va dire. Donc, c'est imaginer un lieu, imaginer quelque chose, mais qui viennent apaiser, en fait, véritablement le souffle, qui va venir apaiser tout le côté un petit peu nerveux, d'accord, et qui va venir apaiser un petit peu l'esprit. On n'empêchera jamais personne de penser, d'accord, c'est pas le but. Mais par contre, de savoir qu'on peut vivre des instants de calme, malgré la maladie, et malgré la pathologie, et malgré le fait que, ben non, je peux plus me compter sur ma vision, en fait. Par contre, je peux compter sur d'autres choses. Alors les effets du stress sur le corps, ça va être typiquement une augmentation du niveau de contraction. C'est-à-dire que on peut tous le vivre lorsqu'on est surpris, on se crispe, d'accord ? Donc il y a des crispations corporelles. Ça, typiquement, ça va être une des premières choses. Et le niveau de tonus va s'élever, et chez certains va tellement s'élever qu'on va pouvoir observer chez ces personnes une marche un petit peu, on va dire, j'exagère en disant robotique, en bloc, qui n'est pas fluide. Si la marche est en bloc, il y a encore plus de risque de déséquilibre et donc de risque de chute. Et là, on est sur un serpent qui se mord la queue, parce que du coup, ça augmente à nouveau le niveau de stress et ça augmente le niveau de ce tonus-là. On appelle souvent ça un tonus de vigilance, en fait. Imaginez que dans toute votre journée, tout le temps, je vais faire un bruit du coup sur la table, tout de suite, on élève le niveau de notre tonus et notre niveau de vigilance. Donc ça, c'est pour le côté corps. Ensuite, il y a un état de vigilance qui est très élevé, notamment par rapport à ça, au fait d'avoir toujours cette impossibilité ou cette difficulté à anticiper les mouvements des autres sur soi, par exemple, d'accord ? Donc notre niveau de vigilance, il augmente. Le niveau de vigilance, ça va plutôt être quelque chose de cognitif ou quelque chose d'un petit peu plus qui va se passer au niveau du cerveau. Et ça entraîne un niveau de fatigabilité qui est très intense. Toute la journée, vous devez être vigilant. Vous êtes en état d'alerte. Donc ça augmente le niveau de fatigabilité aussi. D'accord. Et en plus de ça, il faut gérer les éblouissements. Il faut gérer tout ce que la vision en elle-même crée aussi. Donc il y a des éblouissements, il y a parfois le syndrome de Charles-Bonnet qui est de créer des formes. Votre cerveau va créer des formes. C'est très stressant pour les personnes qui ne le connaissent pas, ce syndrome-là, en fait. Donc il y a énormément de choses qui vont venir travailler sur l'état de nervosité de la personne. Et au niveau corporel, ça va être une augmentation du rythme cardiaque, ça va être une augmentation de la respiration, ça va être pour certains des respirations qui sont très hautes, qu'on dit au niveau des clavicules. Mais le problème, c'est que la respiration, c'est sur 3 étages, c'est tout un corps, c'est un avant, un arrière, un haut, un bas. Tout doit être plus fluide pour pouvoir être un petit peu mieux vécu. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de la psychomotricienne Nadège Roussillon. Un entretien enregistré au SAMSA. Mais qu'est-ce que c'est que le SAMSA ? C'est un service qui accompagne les personnes adultes handicapées. On ne reçoit que les personnes à partir de 18 ans. Et nous, on est spécialisés, tous les professionnels qui sont dans ce SAMSA-là sont spécialisés dans la déficience visuelle. On est tous formés à ça et on se forme tout le long de notre cursus et de notre pratique, en fait. Je travaille avec des ergothérapeutes, des instructrices en locomotion, orthoptistes, psychologues. Et ensuite, il y a le coordinateur, chef de service et la direction. Le but, c'est véritablement d'assurer le maintien de l'autonomie de la personne déficiente visuelle. De lui redonner cette possibilité de développer, d'acquérir, de découvrir, pour pas mal de personnes, elles découvrent, de découvrir tous les potentiels qui existent encore. Donc ça va être avec du matériel optique, par exemple, ça va être avec du matériel vocalisé, ça va être les ergothérapeutes, par exemple, elles vont quand même venir faire tester aux personnes du matériel, par exemple des téléphones, que des choses qui vont être adaptées à la déficience visuelle de la personne.
Pas toutes les déficiences visuelles. C'est vraiment quelque chose d'individualisé, un SAMSA. Alors, on parle de prise en charge ou de prise en soin, ça peu importe. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que lorsque la personne, elle arrive, on ouvre les portes et lorsque la porte du SAMSA, elle se referme, la personne, elle peut réouvrir la porte de chez soi et de chez elle pour sortir à nouveau, quoi. Ça, c'est notre objectif. Et peu importe l'âge. Et on a aussi un regard qui va être pluridisciplinaire sur les aidants. Parce qu'on sait que les aidants ont une place très particulière dans la déficience visuelle, comme dans toutes les autres maladies ou tout acte d'accompagnement. Ils sont souvent oubliés. Donc nous, on a ce petit regard en plus, quoi. Et les instructrices en locomotion, par exemple, elles ont quelque chose de particulier en cela, c'est qu'elles vont apprendre aux personnes des techniques pour accompagner leur époux, leur enfant, leur conjoint, leurs voisins. Pour certains, c'est des voisins. Donc, c'est pas simple. Nous, on doit venir soutenir ce qui existe déjà et on doit surtout offrir aux personnes une boîte à outils qui va être multiple, quoi. Mais très ciblée sur la personne et très adaptée à la personne elle-même. Voilà, on arrive gentiment à la toute dernière partie de l'entretien en compagnie de Nadège Roussillon. Nous allons donc la retrouver une dernière fois et on enchaînera directement avec la chronique de la peau de Valérie. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire. Retour à l'entretien. J'ai démarré en tant que monitrice éducatrice dans des services qui accompagnaient les enfants polyhandicapés en fait à la base. Et dans ce cursus-là, ma pratique était très très proche des enfants avec des déficits visuels. Exactement pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, la perte sensorielle m'intéresse. Comment l'être humain, comment l'homme fait-il pour pouvoir s'adapter à toute forme de déficit ou de handicap ? Et ensuite, c'est par le biais de collègues kinés que je remercierai jamais assez, qui m'ont dit « ta pratique, elle est psychomotrice ». Par faire de la psychomote, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai tenté sur plusieurs temps et j'ai intégré l'école de psychomotricité à Marseille. 3 années qui ont changé ma façon de penser professionnelle et qui m'a apporté des outils personnels pour pouvoir effectivement retransposer. C'est-à-dire que des relaxations, c'est pas des relaxations que je leur donne, c'est des relaxations que j'ai testées sur moi en fait. Donc je sais quels effets ont sur moi certaines relaxations qui ne plaisent pas. Il y en a certaines qui ne me plaisent pas, moi non plus. Donc, moi, mon approche, elle est multisensorielle. Quand il manque un sens, la psychomote, elle vient tenter de redonner sens au corps, en fait. Mon leitmotiv, c'est vraiment de travailler en équipe, travailler avec mes collègues. C'est des échanges d'informations, pas sur la personne, mais pour la personne. Et on est vraiment dans cette dynamique, en fait. Et je pense, en tout cas c'est ce que je souhaite, que les personnes qu'on reçoit ici, c'est bien cette idée-là qu'elles ont en tête quand elles ont intégré ce genre de service-là. Parce que le but, c'est aussi qu'ils soient autonomes chez eux. Un SAMSA, on va chez eux, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On travaille beaucoup à domicile. C'est pour ça qu'il y a ce rapport avec les dents et l'intime quand même, parce qu'on rentre chez des personnes. C'est pas rien. Je laisse pas n'importe qui rentrer chez moi. Et eux non plus, pourquoi ? Parce qu'il y a une déficience visuelle, ils devraient laisser n'importe qui rentrer. Non. Si ils nous laissent rentrer, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a un lien de confiance qui est fait. Et à nous de le rendre encore plus loyal, en fait, ce rapport-là à l'intime. Et cette confiance qu'ils nous donnent. On doit être pro, il faut qu'on sache de quoi on parle pour eux, en fait. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio.
Chère auditrice, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Peau. Après l'actualité féministe très dense de ce mois de mars, avec la journée du droit des femmes et l'inscription de l'IVG à la Constitution, j'avais d'abord envie de vous parler de podcasts féministes, d'autant qu'ils foisonnent, et puis non, j'ai finalement eu envie de vous parler de vous, de nous, déficients visuels. J'ai en effet réalisé que depuis le début de cette chronique, je n'avais jamais évoqué ce sujet qui pourtant nous concerne en premier chef, n'est-ce pas ? C'est en écoutant l'Imaginoire de février, où j'ai découvert de fabuleux podcasts faits, je me permets l'expression, dans le noir, que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de podcasts réalisés par des déficients visuels, qu'il y soit question ou non de la déficience visuelle. Je me suis donc mise en quête pour alimenter cette chronique. J'ai trouvé beaucoup de podcasts sensibilisant au handicap avec un épisode ou plusieurs sur la déficience visuelle. La plupart sont essentiellement informatifs, genre comment fait-on pour s'habiller quand on n'y voit pas, pour se déplacer, pour lire, etc. En somme, toutes ces choses qui forment notre quotidien. Ce qui m'a néanmoins intéressé là, c'est que la plupart reposent sur des témoignages de personnes concernées. Je pense notamment au podcast Rebond, réalisé par Le Monde et la GFIP. Il y a aussi les podcasts avec les déficients visuels. Et là, évidemment, je pense à l'Imaginoire et ses portraits inspirants. L'émission, qui en est actuellement à sa saison 4, continue d'aller à la rencontre de personnes déficientes visuelles et interroger leur parcours. Mais les podcasts réalisés par des DV, ça court moins les rues. Il y a bien ceux réalisés par les grandes associations de déficients visuels, mais la plupart se sont arrêtés. Je pense ainsi à Dans ses yeux de l'association Valentin Huy et à celui d'Happy DV, au nom fantaisiste Je gueule pas, je braille. Rares sont donc aujourd'hui les podcasts réalisés par des DV themselves. Mais heureusement, l'Imaginoire est là pour les mettre en lumière. Aujourd'hui, La Peau remet un petit coup de projo sur eux et aussi sur d'autres. Je pense donc en premier lieu à celui de Kali in Korea, où Kali nous parle tout d'abord de sa passion pour la Corée, avec certes cette spécificité de la découvrir en tant que déficiente visuelle. Je pense également à celui de Manu, audio de bord, où il donne au DV des conseils de bricolage, en somme comment faire à l'aveugle, mais où il nous partage aussi sa passion pour le ferroviaire. Passion, j'ajoute, qu'il partage avec Freud. J'ai également envie de présenter le podcast Sur un malentendu, ça peut marcher, où Alex et Max, deux étudiants concernés, malvoyants pour l'un, aveugles pour l'autre, reçoivent différents acteurs du monde du handicap pour parler sur le ton de la discussion de toutes les questions que l'on peut se poser quand on n'est pas seulement DV, mais plus largement personne handicapée. Les relations amoureuses, les amis, les sorties, etc. J'ai enfin envie de vous parler de ce podcast assez rigolo qui s'appelle Histoire de grenouille avec une canne blanche, réalisé par des personnes qui sont toutes déficientes visuelles et qui font part sur le ton de l'humour avec des scénettes façon théâtre de poche de leur quotidien tantôt compliqué, tantôt drôle. Et oserais-je ajouter à cette liste la chronique de La Peau créée par votre serviteur, votre serviteuse, votre servante, votre serveuse du comptoir des podcasts. Oserais-je ? Et si vous avez envie de partager un podcast avec nous, avec nos auditorices, alors je reprends. Oserais-je ? Et si vous avez envie de partager un podcast avec nos auditoristes, je vous invite à me laisser un message au 06 43 87 46 13. J'attends vos appels. La pause, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode. Avec plaisir Valérie, et merci pour cette nouvelle chronique de La Peau. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, on va, avant de se dire au revoir, écouter une petite anecdote racontée par Christine, une nouvelle recrue rencontrée récemment sur Avignon, un partage d'un petit moment de vécu
quelque peu poivrée. Tu as une anecdote à nous partager, assez poivrée, tu disais. Exactement. Alors, je l'ai vécu pas plus tard que hier soir, puisque j'ai reçu un mail des impôts.gouv.fr, puisqu'il y a à peu près quelques jours, j'ai envoyé, en tout cas souhaité envoyer un message donc via la messagerie électronique du site web impôts.gouv.fr au sujet d'une réclamation de taxe foncière à Toulouse. Eh bien, j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un message, donc je me dis chouette, une réponse 4 jours après. Excellent, sauf que je sais par avance que je n'arrive pas à lire les réponses sur impôts.gouv.fr. Donc j'ai attendu mon mari le soir et après manger, j'ai dit allez monte, etc. Ok, bon. Il est monté. Ah, il a rigolé, il a dit elle te demande de quelle question tu as. J'ai dit mince, ça veut dire que il n'a pas reçu parce que j'avais fait un copier-coller et donc je n'avais pas réussi finalement à bien envoyer mon message. Puisqu'il n'y avait que l'objet. Objet, réclamation, taxe foncière et le corps du message, ça n'avait pas été collé. Bon, parce que je n'avais pas trouvé finalement où le coller. Pourtant, je suis quand même quelqu'un qui est sur l'ordinateur tous les jours depuis 15-20 ans. Donc, je veux dire, je ne suis pas non plus novice. Bon, donc je pense qu'il y a quand même un problème d'accessibilité à ce niveau-là. Je me suis dit, je ne vais pas en rester là. Allez, je vais faire un peu ma citoyenne revendicative, exprimer qu'il y a un problème. Donc, je vais sur la page accessibilité, n'est-ce pas, du site web. Donc, en termes d'accessibilité, c'est non conforme. Donc, ils respectent la réglementation puisqu'ils marquent leur niveau d'accessibilité. Le site impôts.gouv.fr est non conforme, ils l'avouent. Donc, je suis allée sur la page accessibilité, j'ai essayé de trouver l'adresse email pour contacter sur les réclamations accessibilité. Je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai vu qu'en haut, en tête de la page, il y avait votre opinion sur notre site web. J'ai dit chouette, mon opinion sur le site web. Donc, je commence, il y avait une note à donner, j'ai mis 3 sur 10, et ensuite, une petite opinion à donner. J'ai dit, mon problème, c'est que je ne peux ni écrire des messages, ni recevoir vos réponses. Il y a quand même un gros problème, c'est un gros obstacle, une grosse frustration, et c'est inacceptable. Donc, valider, je valide, toute contente, et qu'est-ce que je vois en bas ? Un CAPTCHA. CAPTCHA, c'est donc, vous savez, les images qu'il faut repérer, uniquement les images qui ont un chien bleu, par exemple. Donc, c'est purement visuel. Donc, bien souvent, maintenant, quand il y a des CAPTCHA visuels, il y a aussi des CAPTCHA audio, sauf qu'il n'y en avait pas. Donc, du coup, c'est cool, parce que sûrement qu'impôts.gouv.fr, ils ne reçoivent jamais de réclamations de personnes non-voyantes qui ont un lecteur d'écran. Parce que même quand on veut en faire, ils ne donnent pas la possibilité de les faire, puisqu'il y a des CAPTCHA visuels. Donc, on est bloqué. Voilà. Donc, les réclamations, ils ne les recevront jamais. Voilà. Donc, je suis très contente. Voilà. Donc, voilà. On va rester ça, je le dis là, j'ai l'occasion de le dire, mais c'est presque tous les jours des situations comme celle-là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Valérie, Nadège et Christine pour leur participation. Nous retrouverons très prochainement d'autres histoires, d'autres portraits, d'autres témoignages provenant d'Avignon ou d'ailleurs. Car côté partenariat, sachez que nous sommes en discussion également avec la FAF Apridev sur Lyon et pour le moment, les feux sont au vert. J'en profite également pour saluer Fréquence Mistral, un de nos partenaires radio, et grâce à qui l'émission est diffusée sur Avignon. L'Imaginoire est une émission réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous vous sentez concerné et voulez rejoindre l'équipe et l'aventure, n'hésitez pas. Vous êtes le ou la bienvenue. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube. Vous pouvez également retrouver nos podcasts via le site Podcastix. Et vous pouvez également contacter votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme. À bientôt
pour une nouvelle émission.